Le programme FLTA, on va le voir, est essentiellement financé par les universités d'accueil et par le département d'État et le ministère des Affaires étrangères. Donc la commission franco-américaine a non seulement en charge la gestion du programme Fulbright ainsi que d'autres bourses de fondations privées. On a à peu près 20 programmes chaque année, 220 boursiers, mais dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a à la fois des Français, donc il faut être de nationalité française pour participer à tous nos programmes, donc des Français qui partent aux États-Unis et des Américains qui viennent en France pour étudier ou faire de la recherche. Donc on a des programmes pour étudiants, doctorants, pour chercheurs, pour professeurs du secondaire, alors ça c'est juste un séminaire d'été, et pour professeurs d'université. Et donc moi je suis responsable également du Centre Éducation USA, qui est un centre d'information générale sur les études supérieures aux États-Unis. Donc je peux aussi donner des infos pour les personnes qui ne sont pas éligibles au programme Fulbright, ou simplement veulent participer à d'autres programmes d'études aux États-Unis. Donc uniquement États-Unis, pas Canada, pas Royaume-Uni. Donc Fulbright, c'est quoi? Alors, donc ce sénateur était sénateur de l'Arkansas. D'ailleurs, Clinton a travaillé avec lui. Et son idée, c'est d'utiliser les fonds du surplus militaire pour financer un programme d'échange culturel et universitaire international entre les États-Unis et le reste du monde. Alors ça a commencé en Asie et en Europe, et aujourd'hui le programme finance à peu près 155 programmes d'échange, surtout des bourses d'études et de recherche entre les États-Unis et 155 pays. Donc, alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ne sont pas de nationalité française, mais pour bénéficier du programme Fulbright, il faut absolument postuler auprès de son pays de nationalité, même si vous êtes résident français. Malheureusement, on ne pourra pas accepter les dossiers de quelqu'un qui a une carte de séjour. Pour l'instant, c'est juste des histoires de procédures administratives. C'est quasiment impossible de sélectionner quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. En revanche, le programme Fulbright est international, donc vous pouvez tout à fait postuler auprès de votre pays de nationalité. Il suffit de contacter l'ambassade des États-Unis dans votre pays de nationalité et de voir qui s'occupe de la gestion du programme Fulbright. Donc en France, c'est la commission franco-américaine. Aujourd'hui, nous comptons plus de 20 000 anciens du programme en France, parmi les 310 000 dans le monde entier. Il y en a sans doute beaucoup plus que 310 000 d'ailleurs. Donc présents dans 155 pays, beaucoup de prix Nobel. Alors par exemple en France, on a M. Le Clésio qui a fait partie des boursiers Fulbright. Il faut bien comprendre que le programme a un certain prestige aux États-Unis, mais n'ayez pas peur de poser votre candidature parce que le programme FLTA est quand même assez ouvert. C'est un programme d'échange entre la France et les États-Unis, en l'occurrence, en ce qui nous concerne. Donc, le but n'est pas l'immigration massive vers les États-Unis. Et vous aurez un visa spécifique qui s'appelle le visa J1, qui est un visa d'échange et qui est limité en temps, qui est limité le temps du programme et qui possède une contrainte particulière qu'on appelle la contrainte des 2-year home residency requirements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'issue de votre programme, vous ne pourrez pas faire une demande de visa de travail ou d'immigration avant d'avoir prouvé au service d'immigration que vous avez passé 2 ans dans votre pays de nationalité après le programme Fulbright. Alors, ça n'empêche pas de faire un stage, ça n'empêche pas de continuer ses études, de faire de la recherche, évidemment de faire du tourisme. Ça concerne juste les visas d'immigration et de travail. Par contre, bon, voilà, je mets en garde les personnes qui veulent s'installer définitivement aux États-Unis pour être prof de français, par exemple. Ça va pas être possible
en participant au programme Fulbright, puisque il faudra revenir en France pendant 2 ans. Je connais des anciens qui sont aujourd'hui profs de français aux États-Unis, mais ils ont été patients, ils sont venus en France pendant 2 ans, et ils ont ensuite repostulé par la suite pour retourner aux États-Unis. Alors, calendrier de sélection, date limite de dépôt des dossiers, 1er décembre. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut déposer au 1er décembre. Donc ça, c'est juste la date limite pour le dossier en ligne. Nous convoquons, nous, de notre côté, un comité de présélection, c'est souvent des anciens du programme ou des professeurs, le 15 décembre. Et si vous êtes présélectionné, vous recevrez une convocation, généralement fin décembre, grand maximum début janvier, pour passer des entretiens. En 2016, ils ont lieu le 21 et le 22 janvier à Paris, à la Commission franco-américaine. Nous ne pouvons pas déplacer le jury, ce n'est pas les employés de la Commission franco-américaine qui font partie du jury des entretiens. Nous convoquons des gens qui viennent de l'extérieur, souvent des gens qui sont à l'ambassade des États-Unis. Donc on ne peut pas convoquer un comité spécial ou alors se déplacer dans toute la France. Donc 21-22 janvier, les entretiens de sélection. En même temps, depuis l'année dernière, on organise des séances de passage du TOEFL et des séances gratuites. Donc on ne paye pas par contre votre billet de train ou votre logement, mais on vous bloque une place pour passer le TOEFL. Alors on n'a pas encore déterminé les dates pour cette année, mais ça devrait être autour du 21-22 janvier, ce qui vous permet de venir à la fois pour les entretiens et pour l'examen du TOEFL. Donc ça veut dire que voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent est-ce que je dois donner les résultats au TOEFL avant le 1er décembre? Non, vous n'êtes pas obligé. Disons que si vous l'avez déjà passé, envoyez-nous les résultats. Mais sinon, vous pouvez tout à fait attendre les présélections. Je précise, tout le monde ne va pas passer le TOEFL, c'est uniquement les personnes présélectionnées. Si vous n'êtes pas présélectionné, on ne vous fera pas, on ne vous gardera pas une place pour le passage du TOEFL aux environs du 21-22 janvier. Fin janvier, nous faisons les nominations, c'est-à-dire qu'en fait, nous vous disons simplement, voilà, vous êtes nominé pour le programme Fulbright FLTA et votre dossier est envoyé aux États-Unis à notre partenaire qui s'appelle IIE, qui veut dire Institute of International Education, et qui va s'occuper des appariements. Donc, IIE reçoit de son côté des offres de placement, donc des institutions américaines d'accueil, et ensuite, vous recevez une offre de placement entre avril et mai. Il y a tout un système qu'il faudra remplir, vous verrez ça en temps voulu. Voilà, et normalement, au mois de mai, vous savez où vous partez. Fin janvier, vous savez que vous partez, à 95% des cas, on va dire même 99% fin janvier, si vous êtes nominé, c'est que vous avez quand même toutes les chances de partir. Avril, mai, vous avez votre offre de placement, vous l'acceptez ou pas. Si vous ne l'acceptez pas, vous êtes automatiquement éliminé du programme, on ne peut pas vous proposer un autre placement. Alors, les conditions d'éligibilité. Donc, c'est un petit peu petit, mais je vais commenter chaque condition. Première chose, je l'ai dit tout à l'heure, nationalité française et de préférence résident en France. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, en fait, sont en programme d'études à l'étranger. Postulez quand même, mais sachez quand même que la priorité sera donnée aux personnes qui postulent à partir de la France. Mais bon, les années précédentes, on a quand même fait partir des gens qui étaient en Erasmus, par exemple, ou voilà. On apprécie particulièrement, surtout si vous n'êtes pas loin en Angleterre, par exemple, que vous vous déplaciez exprès pour les entretiens du mois de janvier. Donc, si vous devez demander une permission, commencez dès maintenant peut-être à demander à votre superviseur si il vous est possible de vous déplacer à Paris pour passer les entretiens.
Si vous êtes citoyen, vous avez la double citoyenneté franco-américaine, vous n'êtes pas éligible. Hein, donc, parce que de toute façon, en tant qu'Américain, vous pouvez très bien aller sur place sans visa et travailler. Donc, il n'y a pas de raison qu'on vous fasse profiter du programme alors que vous avez un certain nombre d'avantages déjà sur place. Alors, de préférence entre 21 et 29 ans, vraiment, il y a peu de chances qu'on présélectionne votre dossier si vous avez moins de 21 ans ou plus de 29 ans au moment du dépôt du dossier. Et beaucoup de questions, j'ai reçu beaucoup de questions sur j'aurai 21 ans au mois de décembre, ou j'aurai 21 ans après le 1er décembre, donc comment... Voilà, alors, si vous avez un doute, déposez votre dossier, et puis vous verrez bien si ça passe ou ça casse. Ce n'est pas tellement voilà, votre âge qui peut poser problème. Ce qui peut poser problème, par contre, c'est si vous n'avez pas encore validé votre licence au moment du dépôt du dossier. Donc ça veut dire que, par exemple, il y a une personne qui était en licence de lettres modernes. Si vous êtes en L3 lettres modernes, vous risquez de ne pas être présélectionné. Ceci dit, si vous avez un très bon dossier académique et si vous avez beaucoup d'expérience pédagogique, je vous encourage à déposer un dossier, puisque si vous avez un bon dossier académique, c'est que vous avez toutes les chances d'avoir votre licence au mois de juin, donc ça pose moins de problèmes pour les placements. En revanche, si votre dossier académique est un peu correct, mais pas extraordinaire, et que vous n'avez jamais donné même des cours particuliers, là, franchement, ça risque de ne pas passer en présélection. Il y a des disciplines spécifiques, je vais les commenter tout à l'heure. Il faut un bon niveau d'anglais, enfin un niveau d'anglais correct. Pour le TOEFL, 79-80. Si vous avez déjà passé le IELTS, c'est plutôt 6.0 sur 9. Alors 79-80, ça correspond plus ou moins au niveau B1, B2. Donc c'est pas non plus le niveau avancé. Vous y allez aussi, entre autres, pour améliorer votre anglais, mais vous ne pouvez pas participer au programme si vous avez vraiment un niveau débutant. Donc je dirais niveau intermédiaire avancé, mais pas non plus enfin, vous ne demande pas d'être bien. Donc évidemment, vous allez enseigner le français, donc il faut que votre français soit clair et précis. Le but des entretiens au mois de janvier, c'est aussi de vérifier que vous savez vous exprimer en français et que vous n'allez pas enseigner du mauvais français aux jeunes Américains. Donc je vous conseille aussi, j'en profite là pour vous dire que quand vous m'envoyez des emails avec des fautes à tous les mots, ça risque d'être mis dans votre dossier de présélection, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, faites attention, comprenez bien que vous n'y allez pas uniquement pour améliorer votre anglais, mais vous y allez aussi pour enseigner votre langue maternelle que vous devez maîtriser quasiment parfaitement. Alors, je sais que on peut oublier certaines règles de grammaire, etc. Moi-même, j'étais assistante de français aux États-Unis il y a 15 ans. Bon, bah, voilà, j'ai repris mon Becherel avant de partir et j'ai révisé certaines règles de grammaire que j'avais complètement oubliées. Mais franchement, les emails avec des fautes quasiment à tous les mots, ça, franchement, c'est sûr, je vais l'imprimer et je vais le mettre dans le dossier de candidature. Donc, faites vraiment attention. Il faut aussi que vous soyez le plus flexible possible. Vous allez être placé, on va voir le type de placement dans des universités qui sont souvent en dehors des grands centres urbains. Donc, pas New York City, pas Los Angeles, pas Miami. Donc, on va voir quel type de placement, mais il faut que vous soyez flexible et que vous compreniez bien que le but, c'est l'échange culturel. Un étudiant qui habite à New York City, il en voit plein des Français, ou à Los Angeles. En revanche,
un étudiant qui habite en Pennsylvanie, il aura peut-être jamais l'occasion de rencontrer en français, sauf un assistant de français du programme Fulbright. Donc, bien comprendre le but du programme, c'est vraiment permettre à des étudiants américains de mieux connaître la culture française en rencontrant des jeunes qui ont à peu près le même âge qu'eux. Et vous, de votre côté, c'est de mieux connaître la culture américaine dans toute sa diversité et pas uniquement les lieux touristiques ou les lieux qu'on voit à la télé tout le temps. Donc, au niveau des conditions d'éligibilité, une formation FLE, c'est appréciable. Évidemment, les personnes qui sont en formation dans l'enseignement du français de langue étrangère sont prioritaires dans la candidature. En revanche, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait du FLE. Hein. Tous ceux qui sont en études anglophones, évidemment, sont parfaitement éligibles. On fait aussi partir des gens qui sont dans des domaines complètement différents. Il faut avoir un certain intérêt pour l'enseignement et avoir quand même un petit peu d'expérience pédagogique. On va voir après quelles sont les disciplines éligibles. Nous envoyons entre 25 et 30 étudiants aux États-Unis chaque année. Là, cette année, on a 27 pour une année académique. Donc, à partir du mois d'août, je ne peux pas vous donner une date précise parce que dans chaque université, il y a des dates de rentrée différentes. Mais généralement, c'est soit fin août, soit plus rarement peut-être début septembre. Et ça va jusqu'au mois de mai ou éventuellement jusqu'au mois de juin. Les avantages offerts sont surtout offerts par l'université d'accueil. Donc, vous ne payez pas les frais de scolarité. Vous allez prendre 2 cours par semestre et vous ne payez pas les frais de scolarité. Votre logement est gratuit. Vous recevez une pension complète. Donc, vous avez ce qu'on appelle un meal plan. Donc, c'est-à-dire une espèce de carte pour pouvoir manger à la cafétéria gratuitement, plus une allocation mensuelle qui va vous permettre de financer vos dépenses personnelles. En plus de tout ça, la Commission franco-américaine vous offre une allocation forfaitaire de voyage qui dépend de votre destination, une assurance santé qui est offerte par le département d'État américain, et la plupart du temps, on complète par une bourse de séjour complémentaire. Donc, vous n'avez aucune raison de refuser de participer à ce programme pour des raisons financières. Hein. Donc, c'est un programme qui couvre quasiment tous vos besoins. Alors, évidemment, si vous voulez faire beaucoup de shopping ou si vous voulez beaucoup voyager aux États-Unis, ce que font beaucoup de FLT chaque année, ils profitent beaucoup de leur séjour pour aller vraiment visiter tous les États américains, enfin peut-être pas tous, mais pas mal. Donc, prévoyez un petit peu d'argent de poche. Prévoyez aussi peut-être un peu d'argent de poche pour l'assurance santé parce qu'à mon sens, elle est un peu insuffisante. On va en parler après. Et puis aussi avancer l'argent du billet d'avion puisqu'on ne pourra pas vous verser d'argent avant que vous ayez votre visa, c'est-à-dire au mois de juillet. Alors, les disciplines éligibles, évidemment, en priorité, ceux qui sont en études anglophones et FLE, mais pas uniquement, ça peut être d'autres langues. On a fait partir des gens en études hispanophones, en études germaniques. Vraiment, il y a beaucoup de flexibilité par rapport aux disciplines. Des gens qui travaillent dans la sociologie, anthropologie, tout ce qui est études culturelles et régionales. Par exemple, une personne étant études européennes, ça passe très très bien. Tout ce qui est domaine artistique, même les beaux-arts, les arts du spectacle. Les arts du spectacle, c'est très bien quand on est prof, faut qu'on soit un petit peu acteur. Hein, donc voilà. La communication, ça passe très bien aussi. Des gens qui sont doués en informatique, nouvelles technologies, mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est vraiment ingénierie,
Sciences exactes, là j'ai vu des gens en biotechnologie, biologie. Il faut vraiment que vous arriviez à expliquer la cohérence de votre demande. Bon, si vous voulez être prof de biologie, ça c'est tout à fait possible puisque c'est un domaine lié à l'éducation. Donc la personne qui fait biotechnologie et qui est en train de préparer le DAFL, là ça pourrait éventuellement fonctionner, mais il faut vraiment expliquer la logique d'aller enseigner le français aux États-Unis quand on fait des études de sciences et qu'on veut plutôt faire de la recherche, par exemple. Donc, essayez de bien expliquer dans votre dossier pourquoi vous voulez participer à ce programme. Donc, sciences humaines et sociales, ça comprend la science politique, les relations internationales, la géographie, l'histoire, évidemment. Donc je regarde un petit peu les personnes qui m'ont donné leur voilà, l'aide moderne, aucun problème, évidemment. Voilà. Langues étrangères, littérature, sociologie, etc. Mais les domaines qui ont du mal à passer en général, c'est les personnes qui sont en école de commerce et voilà, qui ont vraiment un profil complètement commercial ou gestion, management, ou les élèves ingénieurs qui veulent partir pendant leur année de césure. Alors, s'il y a d'autres éventuellement éléments dans le dossier qui peut prouver la cohérence de la demande, faites un dossier, mais si c'est uniquement pour améliorer votre niveau d'anglais et que vous n'avez aucun intérêt pour l'enseignement des langues ou pour l'enseignement en général, ça risque de ne pas passer du tout. Donc les placements. Donc le placement, comme j'ai dit tout à l'heure, sont faits par notre partenaire américain, Institute of International Education. La liste est connue en mars. Depuis quelques années, la majorité des universités qui postulent offrent des placements quasiment chaque année. On va voir après une carte, voir où sont placés cette année les assistants. Les propositions de placement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont faites en avril-mai. Et il y a un système d'appariement mutuel, mutual matching system, c'est-à-dire que vers le mois de peut-être mars-avril, vous allez recevoir un email, si vous êtes sélectionné, hein, qui va vous demander de classer 5 ou 6 universités selon vos vœux. Et de l'autre côté, l'université fait la même chose pour 4 à 5 candidats. Et après, AAI s'occupe de voir, d'appareiller chaque personne avec chaque institution d'accueil. Les institutions d'accueil sont généralement des colleges. Donc college, ça veut dire université, mais plutôt de petite taille, qui se concentrent sur les études post-bac, c'est-à-dire les études undergraduate. Donc ils vont rarement avoir des centres de recherche. Qui peuvent proposer, on va voir au niveau des cours, tout type de cours, mais pas forcément des programmes de master professionnel, etc. Donc, si vous avez envie de faire plutôt un master, ça sera difficile de le faire par le biais du programme FLTIer, sauf si vous vous arrangez avec votre université française, il y aura peut-être la possibilité de valider un Master 1 ou un Master 2, enfin plutôt un Master 2 puisqu'il faut que vous partiez plutôt après le Master 1, on va dire. Surtout si vous êtes en études anglophones, à mon avis, ça sera quand même plus facile de valider un Master 2 français avec le programme FLTI. Mais ça, c'est à voir directement avec votre UFR. Ce n'est pas automatique. Hein. Il faut négocier avec vos profs en France. Donc, en rouge, délibérément en dehors des grands centres urbains, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune chance que vous soyez placé en plein cœur de Manhattan, aucune chance que vous soyez placé à Los Angeles. Donc voilà, si vous voulez aller dans ces endroits-là, ne déposez pas un dossier. Le candidat peut indiquer une région de préférence, c'est tout à fait possible.
mais il n'y a pas de garantie. Mais ceci dit, j'ai déjà vu des gens dire qu'ils voulaient partir, par exemple, dans le sud, et du coup, c'est vrai que IAI a proposé un placement dans le sud des États-Unis. Le IAI ne peut proposer qu'un seul placement par candidat, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais vous refusez l'institution d'accueil qu'on vous propose, on ne pourra pas changer et vous placer ailleurs. Donc, si vous refusez complètement le programme et vous êtes éliminé de la liste des lauréats. Alors, les placements en 2015. Donc, pour je ne sais quelle raison, beaucoup de placements en Pennsylvanie. Hein, vous voyez ici. Je ne sais pas si ma petite flèche se voit. Beaucoup de placements en Pennsylvanie. Pas mal de placements en Iowa, Minnesota. Voilà, 3 placements chaque année. On a 2 ou 3 placements en Oregon. Et on peut aussi avoir de temps en temps des placements dans le milieu. Dakota, par exemple, l'année dernière, on avait quelqu'un dans le Dakota du Nord. Cette année, on a quelqu'un dans le Nevada. L'année dernière, on avait quelqu'un dans l'Utah, etc. Donc, le travail du FLTA, qu'est-ce que vous allez devoir faire en tant qu'assistant de français sur place? Donc, ce qu'on vous demande est assez variable d'un poste à un autre. Vos responsabilités peuvent être juste limitées à diriger une conversation en français. Donc là, ce qu'on vous demande, ça va être plutôt dans ces cas-là des gens qui auront déjà fait au moins 3 ans de cours de français. Donc vous venez avec un thème et puis vous essayez de débattre avec les étudiants américains. On va vous demander de faire la promotion de la langue et de la culture française en participant à des clubs. Par exemple, beaucoup vivent dans la maison française, de French House, de l'université. Il y a aussi la possibilité d'animer une radio. Par exemple, il y a une jeune femme qui était à Worcester College dans l'Ohio l'année dernière, qui a animé une radio spéciale. Elle venait de La Réunion, donc elle a proposé des émissions de radio spécifiquement sur l'île de La Réunion en faisant écouter de la musique de La Réunion, en donnant des recettes de plats typiques de la Réunion. Donc ça marche très très bien. Si vous aimez faire ce genre de choses, c'est ce qu'il y a de mieux. En général, vous avez vraiment beaucoup de structures sur place que vous pouvez utiliser pour proposer des animations. Donc le club de français, vous pouvez par exemple faire un club de cinéma, vous pouvez faire voilà, des ateliers cuisine, ça ils adorent, les crêpes, mais pas uniquement. Il y a plein de choses qui sont très marrantes à faire et qui plaisent beaucoup aux étudiants américains. Il faut aussi, vous, que vous soyez assez créatifs. Et d'ailleurs, dans le dossier de candidature, on vous demande de proposer éventuellement des activités. On peut vous demander aussi de corriger des devoirs, des examens de français, mais pas toujours. Hein, toutes ces tâches ne sont pas forcément toujours demandées à chaque FLTA. On peut vous demander simplement des fois de travailler dans le laboratoire de langue et de corriger la prononciation des élèves. Et dans certains cas, mais pas toujours, et on ne va pas placer n'importe qui dans ce genre de placement, le FLTA aura à peu près les mêmes responsabilités qu'un professeur. Donc, c'est-à-dire qu'il devra préparer les cours, il devra animer la classe, il devra proposer des devoirs, des quiz, des examens, corriger les examens. Donc vraiment comme ce qu'on appelle un primary teacher, ça ne veut pas dire un enseignant d'école primaire,
ça veut dire un professeur principal, en fait. Donc, vous aurez toujours un superviseur qui va vous aider dans vos démarches, qui va vous encadrer. En revanche, vous aurez quasiment les mêmes responsabilités qu'un professeur. Alors, en revanche, votre statut sera toujours le même, vous aurez toujours un statut d'assistant et vous serez aussi, dans ce cas-là, étudiant. Vous aurez plutôt un statut d'étudiant. Et normalement, vous n'avez pas plus de 20 heures d'enseignement par semaine. Alors, donc vous allez tous être étudiants, que vous soyez assistant ou primary teacher. Vous allez suivre des cours en tant que non-degree seeking student. Donc, vous n'allez pas pouvoir, sauf si, excusez-moi, j'ai appuyé là où il ne fallait pas. Vous n'allez pas pouvoir normalement valider un diplôme américain, en tout cas à la fin de l'année, mais vous pouvez peut-être vous arranger donc avec votre UFR en France pour valider un Master 2 français, par exemple. Il y a pas mal de gens qui ont réussi à faire ça les années précédentes. En général, c'est 2 cours par semestre et il faut absolument que vous preniez au moins un cours en American Studies. Donc ceux qui sont en études anglophones, ils savent ce que c'est. Mais c'est assez large, hein. Ça peut être un cours de politique, hein, ça peut être un cours de Gender Studies, par exemple, American Women, des choses comme ça. Ça peut être un cours sur l'histoire, la littérature américaine. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choix. Le deuxième cours, c'est comme vous voulez, mais il faut bien comprendre que tous les cours ne sont pas accessibles aux non-degree seeking students. Vous n'avez pas accès aux cours de l'école de médecine. Vous n'avez pas accès aux cours de l'école d'ingénieur, ni de l'école de droit. Parce que là, ce sont des filières, ce sont des structures complètement différentes. En général, vous enseignez dans la School of Arts and Sciences. Donc, vous ne pouvez assister que aux cours de la School of Arts and Sciences. Certaines universités vous disent, voilà, chez nous, vous allez prendre des cours en audit, c'est-à-dire vous êtes auditeur libre, il faut venir en cours, mais vous n'êtes pas obligé de faire les examens, de faire les devoirs, etc. Mais c'est plutôt pas mal pour vous d'avoir ce genre d'expérience. Ou sinon, ils vous disent, vous allez prendre des cours en credit. Et alors là, par contre, si vous êtes en credit, il faudra faire tous les examens et faire tous les devoirs. Il faudra vraiment participer en cours et vous serez noté et vous aurez un transcript, vous aurez un relevé de notes avec des crédits universitaires. Et il y a des facs qui vous laissent le choix entre les deux. Donc, si on vous laisse le choix et que vous êtes primary teacher, je vous suggère, mais c'est pas obligatoire, d'être plutôt en audit, parce que primary teacher, il y a quand même pas mal de responsabilités, beaucoup de cours à préparer. Si en plus vous devez faire des devoirs, des choses comme ça risque d'être un petit peu lourd au niveau de votre emploi du temps. Les cours sont plutôt de niveau undergraduate, c'est-à-dire premier cycle universitaire. Ça va rarement être des cours de niveau master, donc plutôt des cours de niveau bachelor's qui ressemblent plus chez nous à notre licence. Mais ça peut être des cours de 3e ou de 4e année de bachelor's, par exemple. Alors, on arrive presque à la fin de la présentation. Il faut savoir un certain nombre de choses. Donc, première chose à savoir, c'est un programme d'une année académique qui n'est pas renouvelable. Vous ne pouvez pas participer une année supplémentaire en tant qu'assistant avec le programme Fulbright. En revanche, vous pouvez très bien continuer à être assistant de langue avec votre université d'accueil pour l'année d'après, mais sans avoir le statut Fulbright. Et à ce moment-là, il y aura des procédures administratives, mais voilà, vous ne pouvez pas avoir une deuxième année consécutive une bourse Fulbright. Il y a donc les 2 ans, la règle des 2 ans, où on vous demande de rentrer en France avant de faire une demande de visa de travail ou d'immigration, mais ça ne concerne pas les visas d'études. Donc, beaucoup de FLTA arrivent à rester, ont été admis dans un programme de master ou de doctorat,
et sont en ce moment aux États-Unis avec un visa d'étudiant, en plus avec souvent un financement complet de l'université d'accueil. Donc c'est tout à fait possible de continuer ses études après une année de FLT. Ça ne fait pas partie des two-year home residency requirements. Vous avez également le droit de poser votre candidature à un autre programme Fulbright après 2 ans. C'est-à-dire que après être revenu de votre année de FLTA, 2 ans plus tard, vous avez le droit de postuler pour le programme Fulbright étudiant ou pour le programme chercheur, par exemple, ou par exemple, si vous êtes en doctorat, vous pouvez postuler pour le programme Fulbright doctorant. Vous n'êtes pas obligé d'être inscrit à la fac en France au moment du dépôt du dossier, mais il faut bien comprendre que ce qu'on vous propose, ce n'est pas un emploi salarié, c'est un statut d'étudiant. Donc, vous n'allez pas avoir le même statut qu'un employé de l'université. Vous partez avec un visa d'étudiant, pas un visa de travail. J'ai dit tout à l'heure que vous avez une bourse de voyage de la Commission franco-américaine. En revanche, on ne peut pas vous verser cette bourse avant le mois de juillet. C'est pas possible pour des raisons administratives. Il faut d'abord que vous ayez le visa. Et le visa, vous ne pourrez pas l'avoir avant début juillet. Donc, quelquefois, pour avoir des tarifs intéressants de billets d'avion, il faut avancer les frais de voyage. Donc, prévoyez éventuellement un petit peu d'argent de poche, environ peut-être 1 000 € pour avancer les frais vers le mois de juin. Aussi, pour l'assurance santé complémentaire, j'estime personnellement que l'assurance qui est proposée par le département d'État est insuffisante pour les États-Unis. Il faut faire très attention. Aux États-Unis, les frais de santé sont exorbitants, donc il vaut mieux prendre une assurance complémentaire et on pourra vous donner des infos à ce sujet si vous êtes sélectionné. Sachez aussi qu'il faut vous rendre, si vous êtes sélectionné, il faut vous rendre disponible au mois de juin à Paris pour participer à une journée. Alors cette année, c'est le 28 juin. Vous devez venir à Paris pour d'ailleurs rencontrer tous les autres boursiers Fulbright et on vous fait des ateliers, des séminaires pour bien vous préparer à votre séjour. Et on en profite généralement pour, enfin, on ne sait jamais d'une année sur l'autre si on va pouvoir le faire, mais depuis quelques années, on vous bloque des entretiens visa. Donc comme ça, vous passez vos entretiens visa soit un jour avant, soit un jour après votre orientation à Paris. Autre chose, vous avez une autre orientation, mais qui se passe aux États-Unis, avant le début de votre programme. Donc, il faut vous rendre disponible à partir de début août, parce que même si vous commencez mi-août, il y aura certainement une Summer Orientation 1 à 2 semaines avant. Et pas forcément dans l'état où vous allez être assistant, ça peut être à l'autre bout des États-Unis. Donc, de toute façon, ces informations-là, je vous les donnerai quand vous serez sélectionné. Donc, les documents supplémentaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut envoyer pour le 1er décembre à la commission? Donc, il faut que vous validiez en ligne votre dossier de candidature que vous avez rempli à l'aide d'un site internet qui s'appelle Embark quelque chose. Une fois que vous avez soumis votre dossier, vous avez cliqué sur Submit My Application. Il y a un document PDF qui est généré automatiquement. Donc, vous devez l'imprimer et nous envoyer un exemplaire papier de ce dossier, une photo d'identité, un CV en anglais et en français, vos relevés de notes uniquement si vous ne les avez pas scannés et si vous ne les avez pas téléchargés dans le dossier de candidature. Et il faut aussi nous indiquer les noms des 3 référents. Il ne faut pas forcément nous envoyer les lettres de recommandation avant le 1er décembre. Il faut juste que vous ayez déjà choisi vos référents et que vous nous donniez les noms et les emails de ces référents. Donc vous me demandez, Danica, si ça doit forcément être des professeurs de l'année en cours. Non, pas forcément, mais disons que si c'est quelqu'un que vous avez connu il y a 3 ans et avec qui vous n'avez pas gardé contact, il vaut mieux éviter. Donc, au maximum, un professeur de l'année dernière. Après, ça commence à faire un petit peu trop ancien.
Donc, pour continuer dans les documents supplémentaires, une fois que nous avons fait la présélection, nous allons vous placer dans des sessions pour passer le TOEFL en janvier et nous allons vous réclamer vraiment les lettres de recommandation et nous préférons que ces lettres de recommandation soient faites en ligne. Bon, si c'est quelqu'un qui est complètement hermétique à l'électronique, bon, à ce moment-là, il nous envoie sa lettre par courrier sur papier libre, mais il faut bien qu'on comprenne de quel programme il s'agit parce qu'à la commission, on ne gère pas que le programme des FLTA, il y a aussi le programme des doctorants et des étudiants, donc il faut bien préciser de quoi il s'agit et surtout pour qui le référent écrit sa lettre, hein, évidemment. Ensuite, une fois que vous êtes nominé, donc ça vous verrez ça après, vous pourrez faire traduire vos relevés de notes en anglais. Vous le faites vous-même hein, et je pourrais éventuellement le valider par la suite. Et puis, il y aura un formulaire médical à faire remplir, pas dès le début, mais souvent une fois qu'on vous a fait l'offre de placement. Et il faudra ensuite signer un contrat de placement. Alors, question de Julien qui me demande s'il faut absolument une lettre de recommandation de son employeur. Alors, on va vous demander un CV. Et vous allez bien évidemment indiquer dans votre CV que vous travaillez à l'université de Strasbourg en tant qu'enseignant d'anglais. C'est intéressant de nous mettre ça parce que ça montre que vous avez de l'expérience pédagogique. Si vous n'avez pas de lettre de recommandation de la personne qui vous supervise, ou ça peut être même quelqu'un qui travaille avec vous, on va se demander mais comment ça se fait hein, le jury de sélection va se demander, bah, c'est bizarre, cette personne enseigne l'anglais et personne ne veut le recommander. Donc, il vaut mieux quand même essayer d'avoir une lettre de recommandation, mais pas forcément du grand patron, on va dire, hein, mais de la personne qui travaille directement avec vous. Donc, ça peut être votre collègue, hein, ça peut être un collègue ou je ne sais pas si vous avez un superviseur direct, mais pas forcément le doyen de l'université de Strasbourg. Alors pour les professeurs, oui, il faut au moins 1 à 2 lettres de professeur. Alors Coralie, vous me dites que vous avez deux masters, l'un en sociologie et l'autre en droit social. Ça me semble tout à fait que enfin, vous êtes éligible, il n'y a pas de souci. Enfin, si c'est votre question. Alors, Maëlys demande mon expérience pédagogique se limite à l'été 2010 en tant qu'animatrice dans un centre de loisirs. Est-ce que c'est suffisant? Tout dépend du reste. Si bon, vous êtes en études anglophones, par exemple, ou si vous faites du FLE, ça passe. Si vous avez aussi d'autres activités un peu de leadership, si vous êtes présidente ou trésorière d'une association, voilà, tout ce qui peut éventuellement nous donner une idée de la façon dont vous allez vous comporter avec un groupe d'étudiants. On ne veut pas forcément que vous soyez formé complètement en tant que prof. À ce moment-là, on ne vous placera pas dans un poste de primary teacher, mais c'est surtout votre expérience voilà, d'animation, vos idées créatives pour partager la culture française, pour faire aimer la culture française. Alors, question de Mélissa, je vais bientôt avoir le Master 2 de langue française appliquée et je voulais savoir si le permis de conduire était obligatoire. Alors non, le permis de conduire n'est pas obligatoire. Ça ne fait pas partie des conditions d'éligibilité. Ceci dit, ça peut vous être utile sur place. Mais non, il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Alors, question d'âge limite. Oui, effectivement, si vous avez 21 ans le 15 décembre, c'est pas ça qui va vous faire éliminer. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est surtout si jamais vous n'avez pas validé. Si vous avez moins de 21 ans et que vous n'avez pas validé votre licence, ça risque de pas passer.
Mais sinon, pas de souci. Alors, Caroline me demande combien de dossiers de candidature sont déposés en moyenne chaque année. Je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est extrêmement variable. Il y a des années où j'ai eu 60 dossiers, il y a eu des années où j'en ai eu 80, d'autres où j'en ai eu 120, d'autres où j'en ai eu 150, 200. C'est vraiment, ça dépend d'une année sur l'autre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en général, on se débrouille pour présélectionner à peu près une soixantaine de dossiers pour les entretiens du mois de janvier, et que après les entretiens du mois de janvier, on va prendre à peu près 30 personnes sur liste principale et si on peut 10 sur liste d'attente. Donc, si jamais vous êtes présélectionné, ça veut dire que vous avez une chance sur deux d'être pris après les entretiens. Alors Maëlys, vous me précisez que vous avez donné des cours particuliers à des élèves et vous avez organisé en tant que bénévole pas mal de choses dans plusieurs associations. Ça, c'est très bien, ça passe. Alors, question de Victoria, donc qui a fait un master en Allemagne et qui en ce moment vit en Allemagne et qui fait un DU de FLE à distance avec l'Université de Grenoble. Est-ce que vous êtes quand même éligible? Si vous avez fait effectivement toute votre scolarité en France jusqu'à la licence, je pense que ça va passer. Je pense qu'on a déjà pris des lauréats qui étaient dans votre cas, donc je vous encourage à faire votre dossier. Question de Caroline, j'ai passé 3 mois à l'Université de Chicago pour améliorer mon niveau d'anglais. Est-ce que cela peut être un frein à la sélection de mon dossier, étant donné que je suis déjà allée dans une université américaine? Dans ce cas, non. On a déjà, voilà, en ce moment, on a une personne qui avait déjà fait 3 mois d'anglais à l'Université de Californie et qui est partie cette année, donc ça posera pas de problème. En revanche, ce qui pose problème, c'est si vous postulez à partir des États-Unis. C'est-à-dire que si en ce moment vous êtes en train de faire un programme d'échange avec une fac américaine, là vous serez automatiquement éliminé en présélection, donc pas prioritaire. Et puis si aussi vous avez passé trop de temps aux États-Unis, si vous avez fait un programme d'échange d'un an, même si c'était il y a quelques années, tout dépendra des autres candidatures, mais on fait passer en priorité les gens qui n'ont pas eu la chance de participer à un programme d'échange avec les États-Unis. Alors, Maëlys me demande d'expliquer en détail quel est le type de logement qu'on vous propose dans le programme Fulbright. Donc, vous allez généralement loger sur le campus de l'université dans une résidence universitaire. Alors, tout dépend des universités, mais généralement, vous avez une chambre seule. Mais c'est une chambre universitaire, c'est une chambre d'étudiants. Donc, voilà, il y a tout ce qu'il faut sur le campus. Il n'y a pas besoin d'avoir généralement une voiture. Disons que la voiture, c'est utile si vous voulez voyager et si vous voulez vraiment sortir de la ville, etc. Mais généralement, sur le campus, vous avez tout ce qu'il faut. Certaines universités ne peuvent pas vous loger sur le campus, donc elles vous donnent une allocation pour que vous puissiez louer un appartement en colocation. Mais c'est très rare. C'est vraiment sur les 27 placements, c'est quasiment tout le monde est logé directement sur le campus. Question de Coralie, je peux postuler au programme même si je finis mes études cette année? Oui, pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'être étudiante au moment du dépôt des dossiers. Alors, question de Raphaël, j'ai un master d'une école de commerce, est-ce que je suis éligible? Si vous n'avez que ça risque de pas passer, mais ceci dit, après, ça dépend ce que vous avez fait d'autre. Si avant, vous avez fait une licence de lettres modernes ou une licence d'anglais ou si tout votre cursus est uniquement commercial et que vous n'arrivez pas à expliquer la cohérence d'aller faire une année pour être assistante de français, je pense que ça ne va pas passer. Mais ceci dit, après, moi je connais pas, j'ai pas lu de votre dossier, donc
Alors, question de Victoria. Est-ce que les lettres de recommandation doivent être en français ou en anglais? Alors, dans un premier temps, le jury qui va vous interviewer en janvier est franco-américain. Donc, il parle les deux langues. Donc, ça peut être en français ou en anglais. En revanche, si jamais vous êtes sélectionné et que votre dossier est envoyé aux États-Unis, à ce moment-là, il va falloir trouver un moyen de faire traduire en anglais la lettre. Et on verra ça en temps voulu. Je ne veux pas non plus augmenter les procédures administratives. Ne vous inquiétez pas. C'est des choses qui arrivent tous les ans et on trouve une solution. À partir du moment où vous êtes sélectionné, on trouve un moyen. Pareil, si un référent l'écrit en allemand, on n'a personne qui parle allemand chez nous, donc effectivement, il va falloir trouver un moyen de la faire traduire en anglais. Donc, normalement, les lettres de recommandation sont confidentielles, donc ça ne doit pas passer par vous. Il faut que cette personne peut-être se mette en contact avec un anglophone pour la faire traduire directement en anglais. Alors, question de Julien, il n'y a pas dans le dossier de candidature de section volunteering bénévolat. Si tout ce qui est association, ça il faut mettre ça dedans et c'est très important. Vous pouvez le rajouter dans votre CV, effectivement. Vous indiquez ça dans votre CV. Et ça, le programme de mentoring du réseau Alumni de Strasbourg, c'est très important. Il faut trouver un endroit. Vous pouvez le mettre, par exemple, dans votre personal statement. Vous rajoutez ça parce que c'est un élément très intéressant de votre candidature. Question de Coralie. Qu'est-ce qui va différencier le fait qu'on soit nommé en tant que simple TA ou en tant que primary teacher? Comment allez-vous choisir les candidats légitimes à la fonction de primary teacher? Vous pouvez, vous, dans votre dossier, indiquer que vous souhaitez être primary teacher. Il me semble qu'il y a une question qui vous le demande. Donc, à partir de ce moment-là, on va essayer de voir si vous êtes qualifié pour l'être. Et on va mettre des recommandations après les entretiens de sélection. On va dire à IAI, cette personne a les qualifications. Bon, généralement, ceux qui sont envoyés en tant que primary teacher, c'est plutôt ceux qui sont en FLE ou qui sont en master éducation, par exemple. Voilà, c'est principalement des gens qui sont en formation de français langue étrangère. Mais pas uniquement, après ça peut aussi dépendre de vos autres expériences professionnelles. Question de Mélissa, comment se déroulent les entretiens? Doit-on préparer des cours pour vous montrer ce qu'on ferait avec les étudiants? Non, je ne pense pas qu'on va aller jusque-là. C'est essentiellement un entretien de motivation qui va vous demander d'éclaircir certains points de votre dossier de candidature, puisque les membres du jury pour les entretiens vont avoir lu votre dossier de candidature avant, sinon ça ne sert à rien, et vont vous poser des questions, voilà, à la fois en anglais et en français, sur vos motivations, pourquoi vous voulez participer au programme, peut-être qu'il y a des points qu'ils n'ont pas compris sur le dossier de candidature, etc. Donc, pas forcément besoin de préparer des cours, non, mais si vous avez déjà une idée, par exemple, du premier cours que vous pouvez proposer, pourquoi pas? Préparer quelque chose et c'est possible qu'on ne vous pose pas la question, mais au moins, si on vous la pose, vous saurez comment répondre. Alors, Brenda, vous êtes originaire de la Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous pouvez candidater malgré tout? La question est surtout, avez-vous la nationalité française? Parce que être originaire, ça veut pas dire, ça me dit rien sur votre nationalité. Alors, Brenda, si vous êtes de nationalité française et que vous vivez en France, il n'y a aucun souci. Au contraire, voilà, la diversité des origines intéresse beaucoup les jurys de sélection et aussi les universités américaines adorent ça. Alors, question de Jonaïda. Je suis en Master 2 recherche en histoire médiévale, très bien, et suis en parallèle assistante d'éducation dans un lycée. En dehors de l'aide aux devoirs, je n'ai pas réellement de cours. Est-ce un frein? Pas du tout. Votre profil est très intéressant. Postulez.
Julien, les champs à compléter dans le dossier de candidature sont trop petits pour pouvoir indiquer des noms exacts de diplômes et formations suivies. On nous demande pourtant les intitulés exacts. Comment faire? Alors ça, c'est une bonne question. Il va falloir être créatif. Écoutez, dans un premier temps, mettez les sigles. Mettez les sigles parce que de toute façon, dans un premier temps, votre dossier est lu par un jury franco-américain qui sauront peut-être de quoi il s'agit. Et après, peut-être que moi, je modifierai votre dossier avant de l'envoyer aux États-Unis. Danica demande s'il y a 2 entretiens. Non, il n'y a qu'un seul entretien, mais une partie de l'entretien va être en anglais et une autre partie en français. Et l'entretien dure à peu près 20 minutes. À peu près, selon les candidats. C'est pas parce que vous restez 10 minutes que c'est mauvais signe, mais disons que on essaye de pas aller au-delà de 20 minutes, donc généralement 10 minutes en anglais, 10 minutes en français. Question de Coralie, pour les CV en anglais et en français, je crois savoir que les codes sont complètement différents outre-Atlantique. Pour le CV en anglais, doit-on adopter ces codes ou doit-on simplement faire une traduction littérale de notre CV en français? Alors, je vous propose d'essayer, il y a plein d'aides sur Internet pour faire des CV anglophones. Il y a une façon effectivement particulière de faire le CV américain, notamment on met pas de photos, on met pas d'informations comme si vous avez des enfants ou votre date de naissance. De toute façon, c'est dans le dossier de candidature. Pas d'informations sur votre permis de conduire, ça les intéresse pas. Donc il y a une façon de faire que je vous invite à utiliser parce que c'est après, quand on envoie votre dossier aux États-Unis, pour eux c'est plus facile de décoder un CV à l'américaine qu'un CV français. Alors, question de Julien, faut-il présenter la rédaction Motivations and Objectives comme une lettre de motivation avec signature et formule de politesse ou doit-on la considérer comme une simple réponse plus longue? Alors, il s'agit bien, comme vous dites, d'une rédaction, c'est pas une lettre. Bon. On ne va pas vous pénaliser si vous dites dear, etc., dear sir, etc. Mais disons que le but est vraiment une rédaction. Vous répondez à la question qui est posée et vous expliquez quelles sont vos motivations et vos objectifs. Mais c'est pas dramatique si vous l'avez présenté comme une lettre. Alors, question de Victoria, j'ai une question concernant le visa. Faut-il ensuite absolument revenir en France si on veut un jour prétendre à demander un visa de travail? Oui, c'est donc la règle des 2-year home residency requirements. Donc, vous n'avez pas le droit de faire une demande de... Enfin, les services d'immigration vont vous refuser un visa de travail tout de suite après votre séjour Fulbright. En revanche, il faut revenir en France pendant 2 ans pour avoir le droit de faire cette demande de visa de travail. Mais ça ne concerne que le visa de travail ou d'immigration. Ça ne concerne pas les stages ou par exemple, faire un master ou un doctorat. Alors, Julien me demande, mon directeur de recherche m'a dit qu'il sera possible d'organiser mes examens de M2 aux États-Unis. Dois-je en parler au moment des entretiens ou s'agit-il d'une négociation avec l'université d'accueil? Alors, vous pouvez en parler au niveau des entretiens parce que du coup, ça montre que vous avez déjà organisé votre séjour et que vous êtes hyper motivé, mais ce genre le jury de sélection ne fera pas, ne validera rien. C'est l'université d'accueil effectivement qui va être votre interlocuteur pour ce genre de choses. Alors on arrive à 16h15. Alors une autre question. Cet été j'ai travaillé comme animatrice dans des séjours linguistiques en Angleterre. Ce n'était qu'un job d'été. Dois-je tout de même le mentionner sur mon CV? Oui, c'est intéressant parce que c'est quand même un job qui est en lien avec ce que vous allez faire en tant qu'effaltier. Hein. Donc voilà, si vous avez fait la plonge dans un restaurant, ça nous intéresse pas, mais ce genre d'expérience, c'est toujours bon de le mettre.
Alors, question de Sophie. Est-il possible d'obtenir le visa J1 avec Fulbright seulement 1 an après que l'on soit revenu en tant qu'étudiant aux États-Unis avec un autre visa J1? Alors, je ne sais pas au niveau administratif, hein, il va y avoir un problème à mon avis, mais c'est surtout que vous risquez de ne pas être présélectionné parce que vous n'êtes pas prioritaire. Vous avez déjà bénéficié d'un échange aux États-Unis, donc c'est possible que votre dossier soit refusé. Brenda me demande, lorsque vous demandez les relevés de notes, ce sont ceux du dernier diplôme acquis? Non, il faut tous les relevés de notes depuis la première année d'études supérieures. Question de Julien, mon passeport expire en 2016. Dois-je le renouveler avant de déposer mon dossier ou puis-je attendre le début de l'année? Je pense que vous pouvez attendre le début de l'année. Vous aurez déjà une réponse fin janvier. C'est tout à fait, vous aurez le temps de faire vos démarches de renouvellement de passeport après le mois de janvier. Venez juste le jour de l'entretien avec votre passeport qui expire là et puis vous nous expliquerez tout ça. Si vous avez des questions, moi je réponds pas forcément tout de suite, mais je réponds toujours à vos emails. Donc n'hésitez pas à me contacter et puis j'espère vous rencontrer au moins lors des entretiens et puis aussi peut-être éventuellement pendant l'orientation du mois de juin.